Bonjour à tous, dans cette vidéo on va essayer de comprendre comment fonctionnent les collections en Java. Donc pour commencer on va comme d'habitude créer un nouveau projet. Alors on va utiliser un projet Maven en partant d'un archétype. Donc on va utiliser un Maven archétype Quick Start. On va s'identifier et on va appeler ça démo collection. Donc là on va tout simplement le mettre dans un répertoire, ici untitled, pourquoi pas, peu importe. Donc on arrive ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va tout simplement aller dans la classe que le projet va générer pour nous et essayer de gérer nos comptes. Donc, on va essayer de voir un certain nombre de classes. On va voir comment fonctionnent les collections en Java. Alors, si vous regardez au niveau de la documentation que vous trouvez en ligne, on va taper Java collection. Et ce sur quoi vous allez tomber, c'est la définition des collections en Java ici. Et en gros, les éléments qu'on trouve, c'est des listes, des sets et des maps. Donc c'est les trois éléments qu'on va essayer de couvrir aujourd'hui. Donc on va aller dans notre point d'entrée ici, on va enlever le code qui a été généré pour nous, et on va essayer de commencer par définir une liste. Alors les listes sont génériques en Java, c'est-à-dire qu'on va toujours dire une liste de quelque chose. Donc par exemple ici, une liste de chaînes de caractères, qu'on va appeler liste, et on va rattacher une liste à ça. Alors, liste en tant que telle n'est pas une classe, c'est une interface. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement un ensemble de méthodes qui doivent être implémentées, mais ce n'est pas le code qui le fait. Et la classe qui implémente cette interface la plus courante, c'est ArrayList. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ArrayList? C'est tout simplement une liste qui est implémentée sous la forme d'un tableau. Donc, une liste, c'est une séquence d'éléments qui vont garder l'ordre dans lequel on va les rajouter et qu'on va pouvoir parcourir. Donc par exemple, on peut ajouter un élément à la liste. Donc là, on va faire l'hypothèse qu'on est en train de constituer la liste des adresses courriels des contacts de quelqu'un. Donc on ajoute un élément comme ça. On peut évidemment en ajouter plusieurs. Et on pourrait même éventuellement faire une boucle pour en ajouter un grand nombre. Donc par exemple ici, en prenant un indice qui va partir de 1 et qui va s'arrêter à 1000, on va ajouter un élément à cette liste. Alors si on exécute ça, en tant que tel, pour l'instant, on ne va rien voir du tout. Alors on peut l'exécuter en mode debug pour regarder ce qui se passe et voir à quoi ressemble notre liste. Donc on arrive ici au premier tour dans notre liste. Si jamais on regarde notre liste ici, elle a une taille qui est actuellement de 2, et si on regarde ces différents éléments, on voit que le premier élément à l'indice 0, en informatique, les indices commencent toujours à 0, et joris@degay.org, et ensuite joris2@degay.org. Si on fait un resume programme ici, en fait ce qu'on va faire, c'est que ça va faire un tour complet de la boucle pour se réarrêter sur le même breakpoint. On va voir que maintenant, notre liste contient plus d'éléments. Donc on voit ici qu'on va se retrouver à rajouter joris@degay.org tout un ensemble de fois, etc., etc., etc. Évidemment, on a demandé à le faire 1000 fois. Donc on va arrêter notre exécution là, et à la fin, on peut demander tout simplement à faire un affichage de la liste. Dans la console pour regarder ce qu'elle contient. Alors si on voit ici dans notre console, on voit que la liste va s'afficher avec
un crochet ouvrant et on va séparer chaque élément par des virgules. Et si on se promène ici on voit ici le petit indicateur qui va nous montrer que notre liste est très longue et qu'elle contient 1000 éléments à l'intérieur. Donc si jamais on se rend compte de ça, on peut maintenant aussi se voir que au lieu d'écrire joris@basedegay.org, on va écrire joris plus i et on va supprimer les deux éléments qu'on avait rajoutés à la main ici. Alors si on relance notre exécution ici, j'ai écrit 1 ici au lieu d'écrire i, pardon. Alors on va le faire avec 10 éléments pour l'instant, simplement pour voir sur un seul écran l'ensemble des éléments. Donc on voit ici joris 1, joris 2, joris 3, joris 4, joris 5, joris 6, joris 7. On va essayer quelque chose, c'est-à-dire qu'ici, au lieu d'utiliser add, on va utiliser une fonction add dans laquelle on peut spécifier l'indice à laquelle on veut insérer l'élément. Donc on voit ici joris 1, joris 2, joris 3. On va repartir notre élément, et là on voit qu'ils sont maintenant dans le désordre. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce cas-là. Add 0, ça veut dire qu'on va additionner en première position, donc à l'indice 0 dans la liste, autrement dit, vraiment à la première position. Donc on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau du mode debug, pas par pas, pour comprendre à quoi ressemble notre liste. Donc on voit notre liste ici pour l'instant, qui ne contient aucun élément, qui est à size 0. Si on fait un continue, on va se rendre compte que ici, le premier élément est joris 1. Maintenant, quand on arrive au deuxième élément, on vient d'ajouter joris 2 à l'indice 0, autrement dit à la première position, donc il vient se mettre en avant. De la même manière, joris 3 va se mettre en avant. Et en fait, au lieu de construire notre liste en ajoutant des éléments à la droite, en fait, on la construit en ajoutant des éléments à gauche, parce qu'on le met toujours au premier indice dans notre boucle. Donc, on vient de voir comment ajouter des éléments à une liste. On va voir qu'on peut également retirer un élément d'une liste ou aller chercher un élément par son indice. Donc, par exemple, on peut aller chercher l'élément d'indice 5 et l'élément et afficher cet élément. Donc on va voir ce que ça fait tout de suite. Donc on voit ici que c'est joris 5. Alors si on regarde, ça c'est l'élément à l'indice 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est pas le cinquième élément, c'est bien le sixième. Quand on fait un get de un nombre, c'est ce nombre plus 1, la position dans la liste ici. Alors, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de supprimer un élément. Alors, ça va se faire avec remove. Il y a deux manières d'utiliser remove. Soit on peut donner un indice, c'est-à-dire une position dans la liste, ou on peut donner directement un objet. Alors, on va commencer par essayer de faire un remove 0 pour regarder ce qui se passe. Donc là, cette fois-ci, on le fait en fonction de la position. Remove 0, ça veut dire enlever le premier élément de la liste. Donc on avait joris 5 ici. On voit ici qu'on a joris 4, le premier élément a disparu, et maintenant on a bien 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bien le cinquième élément, et on voit que notre liste fait un élément de moins. On peut procéder comme ça. On peut également procéder en donnant explicitement la valeur. Donc par exemple ici, joris 1. On voit que joris 1 a disparu, que joris 5 est toujours le sixième élément, et qu'on a toujours notre liste dans l'ordre. Donc on pourrait... alors, on va quand même tester ce qui se passe quand on essaye de faire un remove sur un élément qui n'existe pas. Il ne se passe rien, donc le programme fonctionne correctement. Il n'y a pas de message d'erreur, et il va tout simplement supprimer l'élément de la liste. Donc, on a vu comment ajouter, supprimer des éléments. On va voir comment parcourir des éléments. Alors, à partir du moment où on a une collection qui est une liste de strings, on peut écrire list string élément, deux points et tout simplement la liste. Alors je ne peux pas écrire élément parce que j'ai déjà déclaré une variable qui s'appelle élément, donc je vais l'appeler ELT.
Et en fait, quand on écrit ceci, ce que ça veut dire, c'est parcourir toute la liste et mettre l'élément courant dans ELT. Donc à partir de ce moment-là, on peut parcourir notre liste et effectuer d'autres traitements. Donc par exemple, on peut faire un affichage ici. Un élément et plus ELT. Donc on va tout simplement parcourir chacun des éléments de la liste et effectuer le traitement qui est affiché ici. On pourrait par exemple faire une deuxième liste. Ici on va faire une liste de nombres entiers qu'on va appeler longueur. Donc encore une fois, pour initialiser une liste, on fait un new ArrayList. Et rajouter dans longueur la longueur de l'élément qu'on est en train de parcourir. C'est length. Donc à ce moment-là, on pourra afficher la liste des longueurs ensuite. Donc on voit ici que le premier élément Joris 10 a 7 caractères et que tous les autres en ont 6, puisque évidemment ils correspondent à juste Joris puis un chiffre. Donc on a vu dans cette vidéo comment déclarer une liste, comment initialiser l'objet, ajouter des valeurs dedans, les supprimer, les ajouter à un indice particulier, accéder directement à un élément et finalement parcourir l'ensemble des éléments d'une liste pour effectuer un traitement. Dans ce cas-là, c'était faire une deuxième liste qui corresponde aux longueurs de la première. Alors juste avant de finir, on va voir jusqu'à combien on peut aller en termes d'indices dans une liste. Donc là, par exemple, j'ai demandé à faire mon traitement pour 10 millions de nombres. Donc on voit ici que mon programme est en cours d'exécution. On voit ici que j'ai un Java qui est à quasiment 100% de processeur. Donc on peut avoir dans certains cas des très longues listes. Et en particulier, le type de liste que vous allez utiliser va beaucoup influencer sur la manière dont l'ajout va fonctionner. Donc là, on voit pour l'instant que, par exemple, mon traitement a duré à date 45 secondes pour ajouter 10 millions d'éléments. C'est en particulier dû au fait que j'essaie de les rajouter en première position. Si j'essaie de les ajouter tout simplement, on va relancer notre exécution. Ici. Alors, c'est en particulier ces profils de performance en termes d'exécution des différentes opérations, d'ajout et de consultation, qui font que vous allez avoir plusieurs implémentations de listes. Donc, si on regarde ici l'interface list, on voit que les classes qui l'implémentent sont ArrayList et une autre qui est en général très utilisée est la Linked List, qui elle a par exemple l'intérêt d'accélérer de manière importante les insertions en début de liste et non pas en fin de liste. Donc si on voit ici, en beaucoup moins de temps que tout à l'heure, on a été capable de faire notre liste, et là on voit qu'on est en train de faire les systèmes.println. Donc ce qu'il faut retenir, c'est on a une interface qui est la liste, on a un certain nombre d'implémentations de la liste, dont ArrayList et Linked List, qui ont des profils de performance différents selon les opérations. Et tout ça va nous permettre de représenter ce qui est le plus courant dans des applications de gestion, c'est-à-dire une collection d'objets dans lequel l'ordre compte sous la forme d'une séquence.